Bonjour, je m'appelle Samuel Simon, candidat au doctorat en droit à l'Université de Montréal. Je suis cette année l'un des 2 récipiendaires de la bourse d'excellence de la chaire Wilson en lien avec les études sur les normativités numériques. Je réalise et publie cette vidéo conformément au règlement de la bourse et pour présenter l'objet de ma recherche et exposer les enjeux qu'elle soulève. Mais avant tout, je souhaite profiter encore de cette occasion pour remercier la chaire pour avoir sélectionné mon dossier dans le cadre du concours et pour la féliciter également pour ses nombreux accomplissements qui promeuvent des réflexions, des recherches scientifiques innovantes. Dans le cadre de mes recherches que je mène actuellement sous la supervision éclairée de la professeure Myriam Cohen, j'interroge la pertinence et la capacité du cadre juridique international contemporain à répondre efficacement aux enjeux de compensation des entreprises victimes de cyberattaques en contexte de conflits armés internationaux. Cette préoccupation intellectuelle, je l'ai formulée en ces termes: la réparation des entreprises victimes de cyberattaques dans les conflits armés internationaux, applicabilité aux réformes du régime juridique existant. Mes intentions de recherche partent du constat général que le monde contemporain, le monde actuel, est désormais installé dans une ère marquée par la pénétration grandissante des technologies liées au cyberespace dans un très large spectre d'activités traditionnelles. Et dans ce contexte que je qualifie de colonisation de l'espace réel par le numérique, on voit de plus en plus se systématiser un nouveau mode opératoire et stratégique dans la conflictualité interétatique. Un mode opératoire qui est marqué ou bien qui est caractérisé à la fois par la limitation de l'engagement physique dans les conflits armés internationaux et par le recours des États aux modes de combat non cinétiques comme les cyberattaques en vue d'atteindre des objectifs militaires réels. Ainsi, il s'établit une méthode de guerre inédite qui offre aux États la possibilité, la faculté de déterritorialiser leurs différends en recourant à des cyberopérations offensives et défensives, soit comme multiplicateurs de force de leurs attaques cinétiques, donc soit complémentaires à ces attaques, soit autonomes, c'est-à-dire qui interviennent de manière stratégique. Et cette méthode de guerre, la littérature, en tout cas une littérature non juridique, l'a conceptualisée à travers un ensemble de termes néologiques comme par exemple cyberguerre, guerre cybernétique, guerre numérique, cyberattaque étatique, guerre hybride, pour ne citer que ces concepts néologiques-là. Même si la cyberguerre se déroule dans un espace virtuel, elle présente cependant un potentiel victimogène réel, non seulement pour les protagonistes, mais aussi pour d'autres entités, pour d'autres acteurs extérieurs à la cyberbelligérance, surtout lorsque les attaques numériques ciblent des infrastructures critiques. Autrement dit, lorsqu'un État, pour atteindre des objectifs militaires, politiques et même parfois diplomatiques, fait une intrusion digitale sournoise dans le réseau informatique d'un autre État avec lequel il est en conflit, eh bien cette démarche-là produit très souvent des conséquences dommageables sur des personnes tierces et qui peuvent se retrouver, qui peuvent se localiser dans n'importe quel point du globe terrestre. Par exemple, pour illustrer mieux le propos, aujourd'hui, un verre informatique conçu et lancé depuis une infrastructure technologique se situant en Asie par exemple, dans le cadre de conflits mettant aux prises 2 États en Europe, peut produire des conséquences dommageables, des préjudices au système bancaire haïtien qui est dans la Caraïbe, ou tout au moins à une petite ou moyenne entreprise qui se situe au Gonaïve et dont les activités sont fortement tributaires de l'espace cybernétique. Cette situation que je viens de décrire là a été bien mise en exergue dans l'histoire récente, notamment en 2017, lors de la propagation mondiale de la cyberattaque NotPetya,
en plein contexte de guerre russo-ukrainienne. Une cyberattaque que des gouvernements occidentaux, dont les États-Unis, le Canada, ont attribuée à la Russie. Cette cyberattaque, NotPetya, elle a occasionné des dégâts non seulement en Ukraine, mais au-delà. Et juste pour donner une petite illustration, en Ukraine par exemple, à cause de la cyberattaque, plusieurs services, plusieurs activités ont été paralysées. Par exemple, 2 aéroports, au moins 4 hôpitaux, plus de 22 banques, 6 entreprises de production d'énergie, des distributeurs automatiques de billets, des systèmes de paiement par carte dans les transports et dans les commerces, bien tous ont pâti de cette cyberattaque. Mais au-delà de l'Ukraine, au-delà même de l'Ukraine, la cyberattaque NotPetya a atteint en quelques heures seulement plus de 64 pays et plus de 80 compagnies à l'échelle internationale œuvrant dans des domaines différents, dans des secteurs différents. Et l'impact financier total global de cette cyberattaque a été estimé, selon les données présentées par le gouvernement américain en 2023, à 11,7 milliards de dollars. Des entreprises comme l'entreprise pharmaceutique Merck a estimé des dégâts à hauteur de 870 millions de dollars. L'entreprise française Saint-Gobain à hauteur de 384 millions de dollars. La FedEx, que nous connaissons en matière de livraison, de transport, à 400 millions de dollars. L'entreprise danoise en matière de transport maritime à 300 millions de dollars, pour ne citer que ses victimes collatérales. Ces illustrations que je viens de donner révèlent 2 vérités, ou du moins 2 choses. D'abord, la nocivité financière des cyberguerres est non seulement avérée, mais aussi elle est transnationale. Ensuite, l'enjeu de la réparation des effets des cyberguerres se pose déjà aujourd'hui avec force et risque d'être posé avec encore beaucoup plus d'acuité à l'avenir lorsqu'on tient compte de la possibilité de sophistication des cyberarmes susceptibles d'augmenter également leur capacité de nuisance. Pour s'en convaincre, il suffit seulement de regarder ce qui se passe avec le développement de l'intelligence artificielle. Alors la question qui se pose, c'est comment réparer? Dans l'ordre juridique international en général, sauf quelques dérogations, quelques régimes dérogatoires, et dans le contexte particulier qui nous intéresse dans le cadre de notre recherche, réparer est en général une conséquence de l'engagement de la responsabilité de l'État pour faits internationalement illicites, tels que codifiés par la Commission du droit international. En d'autres termes, ici, réparer voudrait dire le respect d'un préalable inévitable qui est le fait de responsabiliser. Or, selon la doctrine, cette responsabilisation suppose la prise en compte de 2 conditions essentielles. D'abord, qu'un comportement négatif ou positif, c'est-à-dire un comportement en termes d'action ou d'omission, soit attribuable directement ou indirectement à l'État en vertu du droit international. Ensuite, que ce comportement soit constitutif d'une violation du droit international, soit donc un comportement fautif au regard du droit international. Or, il semble que ce cadre juridique traditionnellement mobilisé pour réparer bute sur certains obstacles techniques, politiques, géopolitiques et même juridiques qui sont posés par la réalité des cyberguerres du fait de leur spécificité. Sans trop m'appesantir sur ces différents obstacles, mais aussi par souci d'illustrer le propos, je vais, dans le cadre de cette présentation, présenter 2 seulement, mais il y en a plus. D'abord, la problématique de l'imputation des cyberattaques. La doctrine a établi qu'il est possible, à nos jours, de localiser, de point de vue technologique, l'origine d'une cyberattaque. Cependant, cette même doctrine est unanime quant aux difficultés techniques qui sont reliées
à cette démarche. Des difficultés qui s'expliquent principalement par, premièrement, la furtivité des cyberattaques. Contrairement aux armes classiques, aux armes traditionnelles, eh bien, une cyberattaque échappe très souvent, pour ne pas dire toujours, au radar. Deuxièmement, l'anonymat des cyberarmes. Contrairement à un navire de guerre, à un avion de chasse, à un missile, eh bien, un verre informatique, un logiciel malveillant n'est pas estampillé de manière à pouvoir permettre de repérer l'agresseur. Troisièmement, la territorialité et l'ubiquité du cyberespace, qui est le lieu où se déroule la cyberguerre. Et en réalité, les cyberguerres sont menées, ou bien sont généralement menées par des cybercombattants qui peuvent être des civils ou des groupes de civils non enrôlés dans une structure officielle de commandement, ce qui peut rendre difficile l'association de leurs actes à un État particulier, à une entité étatique bien déterminée. Toujours dans le cadre de cette difficile imputation des cyberattaques, les recherches ont démontré aussi que les États généralement démontrent une inclination à ne pas divulguer les preuves de leur victimisation par cyberattaque. Ceci pour éviter de révéler leur vulnérabilité qui pourrait être éventuellement exploitée par d'autres agresseurs numériques et également pour ne pas faire de propagande, de promotion dans l'opinion publique internationale pour leurs potentiels ennemis en la matière. Outre ce problème de l'imputation, la responsabilité réparatrice se heurte également à l'incertitude de l'obligation violée. Il n'est pas toujours évident dans l'espace cybernétique d'identifier et de démontrer la faute internationale, l'obligation qui a été violée, comme exigé par la doctrine. Et pour essayer d'illustrer un peu, on prend seulement le cas du principe de distinction qui existe en droit international humanitaire. Eh bien, c'est un principe qui postule en jus in bello que dans le cadre de conflits armés, les belligérants ne doivent pas faire des attaques indiscriminées. C'est-à-dire qu'ils doivent faire en sorte que les objectifs militaires ne soient pas confondus avec les biens civils. Donc on pourrait dire qu'une cyberattaque qui atteint dans le cadre d'une guerre des entreprises privées violerait ou bien viole justement le principe de distinction. Or la réalité est tout autre dans le domaine cybernétique, puisque dans cet espace, la majorité des infrastructures, l'espace en soi a en général une utilisation duale, une destination duale, civile-militaire. De sorte que cette dichotomie civile-militaire n'est même pas évidente, pour ne pas dire quasi inexistante dans le cadre du cyberespace. On l'a constaté par exemple dans le cadre de la guerre russo-ukrainienne, et lorsque il y a eu une cyberattaque qui a ciblé, encore une fois qu'on a attribué à la Russie, et qui avait ciblé un réseau satellitaire, le réseau satellitaire Viasat, eh bien, ce réseau-là desservait à la fois l'armée ukrainienne, mais également des entreprises privées. Malgré ces obstacles techniques, géopolitiques, économiques et même juridiques que je viens de démontrer, certains doctrinaires sont d'avis que le droit international humanitaire, le droit international tout court, peut s'appliquer tel quel en l'état à la situation des cyberguerres. C'est le cas par exemple du manuel de Tallinn, dont les experts ont affirmé qu'il y a un ensemble de règles qui peuvent être transposées sans aucune modification, sans aucune transformation à la réalité actuelle des cyberguerres. Personnellement, je pense que ces réflexions sont méritantes et seront certainement utilisées dans le cadre de mes recherches. Cependant, elles me semblent accuser un analogisme trop poussé qui ne prend pas en compte toute la spécificité, toute la pertinence même de la réalité des cyberguerres. C'est pour cela que, dans le cadre de nos réflexions, nous entendons investiguer le rapport du droit international humanitaire
avec notamment le droit international de la responsabilité, avec la spécificité des cyberguerres, dans une posture plus pragmatique. Ainsi, nous formulons ce questionnement. Ce questionnement est constitué d'une question principale déclinée en deux questions secondaires. La question principale est la suivante. Dans quelle mesure le régime juridique classique applicable aux conflits armés internationaux peut-il permettre la réparation efficace des préjudices, particulièrement financiers, subis par les entreprises privées du fait des cyberguerres eu égard aux réalités de ces dernières? Et mes deux questions secondaires. Premièrement, en quoi consistent les défis posés par les cyberguerres au régime juridique de réparation des préjudices causés en matière de conflits armés internationaux? Deuxièmement, comment aménager de manière spécifique le régime réparatoire des actes de guerre en vue de l'adapter aux réalités des guerres cybernétiques et de rendre ainsi possible la réparation des entreprises victimes de ces dernières? En fonction des objectifs et de la perspective interdisciplinaire de ma thèse, deux cadres théoriques me paraissent pertinents pour faire la démonstration. D'abord, la théorie de la responsabilité internationale de l'État, ancrée dans le positivisme juridique, qui me permettra d'analyser le régime juridique actuel et, le cas échéant, de révéler ses difficultés d'application à la spécificité, aux particularités des cyberguerres. D'autre part, la théorie des biens publics mondiaux et des externalités, qui elle-même est plus ancrée dans l'analyse économique du droit, qui va me permettre de proposer les aménagements efficaces, les aménagements idoines à faire en vue d'adapter la spécificité des cyberguerres à l'objectif réparatoire des victimes, des entreprises victimes. Je compte spécifiquement convoquer cette deuxième théorie, la théorie des biens publics mondiaux et des externalités, en vue d'essayer de concevoir, ou bien de proposer un entendement novateur, un entendement nouveau du cyberespace comme bien public mondial, à l'instar des autres biens publics mondiaux, dans lequel se déroulent certaines activités qui produisent des effets négatifs pour des acteurs tiers. Par exemple, je considérerais l'État comme étant un acteur qui exploite ce bien public mondial à des fins militaires, et cette exploitation, cet usage militaire du cyberespace conduit à des situations de victimisation des entreprises qui sont des agents extérieurs sans compensation. C'est ce qu'on appelle des externalités négatives. Et je vais essayer de voir comment dans d'autres domaines, notamment du droit international de l'environnement, on a tenté de gérer, de mutualiser les risques liés à l'exploitation des biens publics mondiaux pour gérer justement les externalités négatives. Dans un premier temps, je compte utiliser la méthode du repérage systématique des sources propre au paradigme kelsényen en vue d'analyser et de faire l'exégèse des instruments juridiques internationaux, des choses judiciaires, des décisions de justice, des rapports des comités, des rapports d'experts, etc. Tout cela dans l'objectif de démontrer en quoi le régime actuel est suranné par rapport à cette nouvelle réalité qui est posée par la cyberguerre, notamment en ce qui concerne le volet de réparation des entreprises privées. Et dans un second temps, je compte aussi recourir à l'analogie, mais non pas comme méthode spécifiquement, pour essayer de voir comment d'autres branches du droit international se sont comportées par rapport aux défis qui ont été posés par des problèmes analogues. Et là, je pense spécifiquement au droit international de l'environnement pour voir comment on a géré les externalités transfrontalières dans ce domaine-là.
Par ailleurs, je projette aussi de faire l'étude un cas de cyberattaque intervenu dans le cadre d'un conflit armé international, une cyberattaque d'envergure. Et je pense déjà à la cyberattaque massive NotPetya qui est arrivée en 2017 lors de la guerre russo-ukrainienne. Et comme j'en ai parlé plus tôt, que les États-Unis, le Canada et d'autres gouvernements occidentaux ont attribué à la Russie. Dans un monde où les conflits sont inévitables et dans un monde contemporain où ces conflits se numérisent de plus en plus, l'enjeu de la réparation des victimes qu'ils occasionnent est plus pressant que jamais. Mon objectif dans le cadre de cette thèse est de voir comment le droit international peut répondre à un tel défi et, le cas échéant, proposer les innovations qui pourraient atteindre cet objectif réparatoire. Car demain, une entreprise, une banque, un avion commercial qui transporte des passagers, un train, pourrait être la prochaine victime d'une guerre sournoise, d'une guerre qui ne dit pas son nom et qui actuellement pose des défis inédits au cadre juridique réparateur.